Alors, le monde agricole, mais aussi les industries alimentaires, et dans une certaine mesure la distribution, sont soumis à des injonctions contradictoires. Alors, fournir une alimentation saine et sûre, mais aussi à prix bas, mais aussi durable, mais aussi éthique. Alors, certains prônent les circuits courts, mais aussi on compte sur l'agriculture et l'agroalimentaire pour contribuer positivement à notre balance commerciale française à l'exportation. C'est important aussi, mais ça paraît contradictoire. Alors, un événement marquant qui nous a donné l'idée de cette controverse, c'est la pétition contre la loi Duplon-Ménonville qui a recueilli, alors je vais être très précis, 2 131 618 signatures. Alors, on pourrait dire, elle facilite, finalement, les gens ne connaissaient pas bien le sujet, ils ont signé sans savoir, etc. Oui, mais ils sont plus de 2 millions. Donc on voit bien qu'il y a un dialogue avec la société de tous les maillons de la chaîne alimentaire qui est absolument nécessaire. Parce que finalement, ce dont on se rend compte, ça a été dit un peu hier, ça a été dit ce matin, on ne donne pas de cap à nos agriculteurs. Donc c'est très difficile pour eux d'orienter qu'est-ce qu'on doit faire, quelle production, comment la faire, dans quelle quantité, de quelle manière, etc. Et donc l'idée, c'est il faut qu'on... Alors tout le monde ne sera jamais d'accord à 100%, mais peut-on reconstruire un récit commun sur l'agriculture et l'agroalimentaire qui soit fondé naturellement sur des faits, sur le réel, et peut-on en résumé le faire? Et c'est la question que nous posons. Alors, à deux personnes. Alors, pour le oui, il y a Hervé Lapie. Alors, Hervé Lapie, il a beaucoup de responsabilités, on ne va pas toutes les donner. Il est agriculteur d'abord, président de la FDSEA de la Marne, secrétaire général, c'est-à-dire numéro 2 de la FNSEA, et surtout, il est créateur, enfin pas surtout, mais aussi, il est créateur de l'association Symbiose, qui est vraiment quelque chose de formidable, où il fédère en Champagne-Ardenne des cultivateurs, des associations environnementales, les chasseurs, etc., pour des projets concrets pour la biodiversité. Là, ce ne sont pas des colloques, on fait des choses, on plante des haies, on prend des pelles et on y va. Et Mathis Grossnickel, qui est étudiant en master politique publique à Sciences Po Paris. Alors, Mathis s'intéresse à la chose publique puisqu'il a fait un stage assez long comme collaborateur parlementaire au Sénat. Mais quand même, il faut que je le dise, la première fois que j'ai entendu Mathis se lever dans une salle, comme aujourd'hui, dans un Open Agri-Food, tu étais un tout petit peu plus petit, Mathis, et tu étais en seconde. Et ce qui est formidable, c'est que tu es revenu chaque année. Et chaque année, je pense, moi j'ai l'impression, on se donne peut-être un rôle qu'on n'a pas, que c'est l'Open Agri-Food qui t'a un petit peu conduit à t'intéresser à la chose publique, au débat, etc. Donc on est très heureux aujourd'hui de te retrouver en scène. Voilà, chacun va avoir 5 minutes. Alors cette chose-là, j'arrive jamais à bien la manier, mais je pense que... Voilà, si, c'est lui, c'est Hervé Lapie. Non, voilà, je regarde pour toi, Hervé, ne t'inquiète pas. Bon, merci Claude, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, Hervé Lapie, alors je suis agriculteur en région Grand Est, en polyculture élevage. Je suis installé dans GAEC avec mon frère, un autre associé et 3 salariés sur l'exploitation agricole. Alors la controverse, moi je pense que le récit agricole et alimentaire commun pour moi c'est oui. Et en premier lieu, les agriculteurs, leur souci aujourd'hui, c'est donner une alimentation la plus durable à nos concitoyens, c'est de préserver notre environnement et c'est d'être un acteur sur la santé qui est essentiel aujourd'hui sur les sujets alimentaires. Et le sujet de la souveraineté est un sujet ô combien majeur. Depuis toujours, je crois que les agriculteurs, on a toujours su innover grâce à la science, grâce au progrès, grâce à l'innovation. Et ce que faisaient nos grands-parents et ce qu'on fait aujourd'hui a évolué de manière assez phénoménale depuis 70 ans. On est passé du cheval, aujourd'hui on est pratiquement au numérique, on est au drone, on est au sujet de technologies qui sont assez importants. Mais je voudrais dire aussi que, en fait, les projets agricoles, ils se co-construisent. On peut parler de l'international, on peut parler de l'Europe, on peut parler de la France, mais on peut parler aussi du local. Et les projets agricoles se sont beaucoup développés localement, en lien avec des dates qui sont clés chez nous, et notamment la fin de la Seconde Guerre mondiale et cet enjeu de souveraineté alimentaire.
et d'un projet qui a été co-construit avec la profession agricole, la fonction publique, les citoyens, pour apporter cette fameuse souveraineté, pour éviter les tickets de rationnement qu'on avait malheureusement relativement, qu'on avait, pour moi pas connu, mais mes arrière-grands-parents qui ont connu. Et donc quand je dis ça, c'est la capacité des hommes et des femmes dans les territoires à se prendre en main pour co-construire des projets. Et je crois que c'est un fondement important. Et les agriculteurs sont des pionniers en général autour de la science et de l'innovation. Et il y a des mots de temps en temps qui peuvent résonner. Claude en a parlé tout à l'heure, quand il y a une loi Duplomb-Ménonville qui fracasse en fait la profession agricole, où simplement ces deux sénateurs avaient voulu rétablir en fait une fin de surtransposition française dans notre espace européen, et que dans un marché européen on devait avoir des règles uniques, et en fait ça a défrayé la chronique, certainement par un manque de communication, par un manque de ce qui était derrière cette loi. Et derrière cette marqueur, souvent les phytosanitaires, des mots qui peuvent paraître bizarres, le numérique, la génétique, les phytosanitaires, où on n'a pas toujours su expliquer, nous, la profession agricole, les progrès qui ont été faits depuis 40 ans. Et je crois qu'en fait, on a une faille chez nous, c'est la communication, et c'est de simplement faire savoir les progrès qui sont réalisés par les exploitations agricoles. Et je le dis parce que moi je me suis installé en 1992, aujourd'hui j'ai réduit depuis 1992, j'ai refait un peu ma traçabilité de 35% l'utilisation des produits phytosanitaires sur mon exploitation. Globalement, beaucoup grâce à la génétique et beaucoup grâce à l'innovation et les outils de la décision que nous avons sur nos exploitations. Et puis je pense que globalement c'est la capacité à se prendre en main. Et l'exemple de Symbiose, en fait, c'est un exemple concret chez nous en 2012, où on s'est dit, alors chez moi c'est dans la Marne, on a beaucoup défriché dans les années 60, on a créé des filières, mais on a aussi un impact sur notre environnement. Et aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce qu'avec les sachants qui sont autour de nous, les apiculteurs professionnels, les chasseurs, un conseil départemental, un conseil régional, on redéfinit un projet sur notre territoire pour que les agriculteurs soient des gens qui continuent à être des pionniers et qui continuent à répondre aux enjeux de biodiversité, de sol, de production et de local. Et puis ce récit alimentaire, il doit être aussi commun parce qu'en fait, nous les agriculteurs, on doit produire pour différents marchés. On doit produire pour un marché local, on doit produire pour un marché intérieur et on doit aussi produire pour l'exportation. Quand on a la chance d'être dans un pays qui est capable de produire aujourd'hui sur l'ensemble de ses territoires, je rappelle que la France est le plus gros pays agricole européen et que nous devons avoir cette dualité aussi. Et donc, globalement, moi le message que je souhaite faire passer aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on réponde à tous les marchés, le local, le national et l'export. Il faut qu'on arrête la dualité et l'opposition stérile. Les réseaux sociaux alimentent de temps en temps ces fake news et notamment la loi Duplomb a beaucoup œuvré sur les réseaux sociaux avec une désinformation majeure du citoyen consommateur. Et puis tout simplement, je pense qu'il faut qu'on revenir aux trois piliers de la durabilité, c'est-à-dire un équilibre sur le social, un équilibre sur l'économique et un équilibre sur l'environnement. Et les chefs d'entreprise que sont les agriculteurs sont très attentifs à ces trois piliers parce qu'une fois qu'il y a un pilier qui est défaillant, en fait, c'est nos entreprises qui défaillent aussi. Donc il faut un équilibre important. Et puis globalement, je pense qu'il faut apprendre à se respecter. Malgré toutes les convictions qu'on peut avoir les uns les autres, quand l'exemple de l'association Symbiose est vraiment celle qui m'a permis aussi depuis 2012 de se dire qu'il vaut mieux faire un pas les uns vers les autres qu'un pas les uns contre les autres. Et quand vous avez des apiculteurs professionnels qui vous expliquent exactement ce que sont les enjeux de l'apiculture aujourd'hui et quelles sont les solutions que les agriculteurs peuvent apporter, et ben aujourd'hui, c'est 2400 agriculteurs qui sont engagés dans les programmes de développement de ressources mellifères chez moi dans mon territoire. C'est 1800 km de bandes mellifères mis en place. C'est l'année dernière 70 km de haies qui ont été mis en place. Et donc, quand je vous parle du local, c'est le projet. Et c'est impliquer globalement les acteurs du territoire. Et donc notre alimentation, effectivement quotidienne, elle est un enjeu majeur pour l'ensemble de nous toutes et tous sur nos territoires. Merci Hervé. Alors Hervé m'a appelé hier en me disant mais je dois vraiment tenir en 5 minutes. J'ai dit oui. Et il m'a dit je bosse. Alors, il est arrivé et il nous a expliqué qu'en effet, moi ce que je retiens, c'est se respecter les uns les autres et être dans le dialogue plutôt que dans l'invective. Et peut-être comme ça on arrivera à faire un récit commun, mais peut-être que Mathis dit non, on est d'accord sur rien, on n'y arrivera jamais. Mathis. Effectivement, la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est pouvons-nous construire un récit agricole et alimentaire commun ? Et je vais défendre que non, mais surtout dans les conditions actuelles, ce qui va nous laisser un peu une ouverture. Et ce qui est important, c'est de commencer, je pense, par définir le terme central de notre sujet, c'est le récit. Qu'est-ce qu'un récit ?
Un récit, on peut le définir par un ensemble d'événements reliés entre eux par une trame narrative et qui décrit une évolution dans le temps. Et donc moi, j'identifie 3 éléments dans le récit. Tout d'abord, une situation initiale. C'est notre point de départ. Ensuite, on a un point d'arrivée. C'est l'objectif qu'on se met derrière. Et entre ce point de départ et ce point d'arrivée, on a un chemin. Ce chemin, il peut être multiple, il n'est pas forcément tout droit, il n'est pas forcément clairement tracé, mais il y a ce chemin. Donc en fait, se poser la question du récit, c'est se poser la question à la fois de cette situation initiale, à la fois de ce point d'arrivée et à la fois de ce chemin. Commençons par parler alors de la situation initiale. La situation initiale, c'est un modèle agricole qui a été construit à la sortie de la Seconde Guerre mondiale pour nourrir la population. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce système agricole, il est nocif. Il est nocif, enfin agricole et agroalimentaire en général. Il est nocif pour la santé. Aujourd'hui, on voit des taux d'obésité qui explosent. Au niveau mondial, on a même le taux d'obésité qui surpasse désormais le taux de malnutrition, de sous-nutrition précisément. Donc on a plus de gens qui mangent trop que de gens qui mangent pas assez. C'est nocif pour l'environnement, que ce soit sur la qualité des sols, que ce soit sur la pollution de l'eau, que ce soit sur les émissions de gaz à effet de serre. Et donc on sait aujourd'hui que l'agriculture en France, c'est 18% des émissions de gaz à effet de serre. On voit aussi que ce modèle, il est en crise parce qu'on a des rendements qui baissent, ou en tout cas on maintient les rendements mais avec beaucoup d'efforts. On a une situation économique compliquée avec des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se nourrir et de bien se nourrir. On a les agriculteurs qui ont aujourd'hui un gros problème de rémunération, avec des agriculteurs qui sont dans une détresse absolue. Et enfin, on est dans un système dépendant à la fois de certains intrants, dépendant de certains pays. Et donc on voit que la situation de laquelle on part, c'est un système qui est en crise. Maintenant, parlons de notre point d'arrivée. Où est-ce qu'on veut aller ? Ça, c'est vraiment la question qu'il faut qu'on se pose, c'est quel modèle on veut. Moi, je pense que, j'espère qu'on sera d'accord là-dessus, qu'on veut un système agroalimentaire qui soit durable, donc c'est-à-dire qui soit pas non seulement non nocif pour l'environnement, mais qui répare l'environnement, un système qui nourrit tout le monde peu importe leurs moyens, qui ne rend pas les gens malades, qui nous donne du plaisir aussi, parce que je pense que dans l'alimentation, la question du plaisir est très importante, qui rémunère justement les agriculteurs, qui soit résilients face aux défis qui arrivent, notamment le réchauffement climatique, et qui nous rendent indépendants de puissance internationale ou alors de certains intrants, de certaines ressources, notamment les énergies fossiles, qui sont en train de décroître. Maintenant, quel chemin on va prendre ? Et ça, c'est une grosse question. Ça, c'est comment on va avancer ? Aujourd'hui, la façon dont on avance dans le système actuel, c'est le marché. C'est le marché, c'est-à-dire que l'agriculture est avant tout guidée par le marché. Et tu nous l'as dit, Hervé, voilà, c'est les agriculteurs répondent à différents marchés, un marché local, un marché national, un marché international. Mais en fait, le marché, c'est tout le contraire du récit. Parce qu'on l'a dit, le récit, on part d'un point de départ, on a un point d'arrivée, donc on se vise, et on trace le chemin. Le marché ne trace aucun chemin, ne se donne aucun objectif. Le marché il répond uniquement à des demandes de très court terme, et donc il est incapable, en fait, d'embarquer un collectif vers un objectif commun. Et je pense que si on veut effectivement construire un récit alimentaire commun, il faut qu'on arrive à se séparer de ce modèle uniquement basé sur le marché. Et concrètement, on sait quoi faire pour répondre à ces besoins. On sait qu'il va falloir diminuer les intrants, qu'il va falloir développer l'agroécologie, diminuer les produits ultra transformés, réduire notre consommation de viande et accepter de mieux rémunérer les agriculteurs. Et c'est comment on se donne les moyens, la question. Comme je l'ai dit, je pense que le marché n'est vraiment pas la solution. Et moi, je plaide pour la réintroduction de certains mécanismes de planification. Alors, c'est un mot qui peut faire peur, mais qu'est-ce que c'est la planification concrètement ? C'est-à-dire que on se met d'abord ensemble et on fixe nos objectifs. On fixe justement l'objectif vers lequel on veut aller, le modèle qu'on veut, et c'est un peu ce qu'on fait à l'Open AgriFood, c'est pour ça qu'effectivement je reviens chaque année, quel modèle on veut, et une fois qu'on a fixé collectivement quel modèle on veut, on essaye de construire une feuille de route qui nous mène à cet objectif. Et ça se construit. Ça se construit progressivement, mais il faut un ordonnateur, on va dire, de tout ça. Moi, je plaide pour que l'État rejoue ce rôle qu'il a eu dans certains secteurs économiques à la sortie de la guerre, mais qu'on n'a pas vraiment au niveau agricole. Et donc, si on veut répondre à ces défis, si on veut construire ce récit agroalimentaire commun, il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on se fixe cette feuille de route. Et je crois effectivement qu'on a perdu, qu'il y a un mot que j'ai pas beaucoup cité, c'est le mot commun, qui est central, parce qu'effectivement, le constat, le point de départ, il faut qu'il soit commun. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas, on n'est pas toujours d'accord sur tout, donc il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur la situation actuelle. Ensuite, l'objectif, je pense que c'est là où on a peut-être le plus d'accord, on a tous envie de ce modèle.
Mais là où ça bloque le plus, c'est le chemin. Et ça, ce n'est pas problématique parce qu'en démocratie, on a l'habitude de débattre. Mais ce chemin, aujourd'hui, on l'a vu avec la loi du plomb, on n'est pas du tout d'accord. C'est pour ça que je défends qu'actuellement, on n'arrive pas à avoir ce récit agricole commun. Mais moi, je crois, et surtout, je défends qu'il faut le construire, qu'il faut le construire. Mais pour ça, il faut qu'on soit d'accord sur le constat, sur les objectifs et comment y aller. Oui, alors j'ai bien repéré, Mathis, que dans un certain nombre de choses que tu dis, ça peut rejoindre Hervé, mais pas dans tout. Et peut-être, je te posais la question tout à l'heure, normalement je n'ai pas le droit de poser des questions, mais tu parlais de l'État qui doit jouer ce rôle. Est-ce que l'Union européenne ne s'est pas substituée à l'État pour fixer ses cadres? Mais je vais d'abord passer la parole à Nicolas Houdemont, qui est agriculteur en Mayenne. Oui, alors il y avait du oui, il y avait du non, mais le débat est super intéressant. Moi, je suis agriculteur en Mayenne. Il y a 8 ans, je suis venu pour la première fois ici à l'Open Agri-Food et j'ai pris une petite claque, hein, je veux l'avouer. Quand je suis arrivé ici, j'étais producteur lambda, voilà, pour des partenaires où mon seul but c'était de produire. Voilà, mon but c'était de remplir un tank à lait pour je dirais payer mes factures en fin de mois et éviter de pas mettre mes partenaires, je dirais, dans l'embarras. Et donc, j'ai beaucoup aimé quand Hervé, tu as dit sur la co-construction. En 8 ans, bon voilà, on est à Orléans, on a intégré une très belle laiterie, je ne vais pas vous la citer puisqu'elle est locale, avec des valeurs. C'est pour ça aussi qu'on a pris le risque de changer. Nous, en Pays de Loire, on a beaucoup d'industries laitières, beaucoup de partenaires, voilà. Mais il y a même des gens qui nous ont dit pourquoi vous partez. Et voilà, c'est pour ces valeurs-là, valeurs de transparence, valeurs de co-construction, et surtout, ça nous a permis de nous rapprocher, notamment aussi des consommateurs. C'est vrai qu'on a souffert à un moment donné de cette voilà, pour réussir à écrire un récit, il faut absolument se mettre autour d'une table, avoir des objectifs communs. On n'est pas toujours tout d'accord. Moi, en 8 ans, j'ai réussi à... voilà, c'est qui le patron, Bleu Blanc Cœur, le Club Conso Carrefour, enfin, il y a plein de consos qu'on a rencontrés sur le terrain et j'ai pris une claque, hein, vraiment, parce que je pensais pas que c'était aussi... Enfin, je pensais pas que j'étais aussi loin et en fait, j'étais pas si loin que ça. Donc, on a adopté des transformations. Moi, mon premier investissement grâce à ces aventures-là, ça a été un tracker solaire et combiné avec des ventilateurs. Parce que réchauffement climatique, voilà, bien-être animal, on a pu pour pas grand-chose en fait autoconsommer notre énergie et puis pouvoir, je dirais, donner du bien-être à nos animaux. Voilà, notre laiterie, elle veut du lait toute l'année parce que les gens en consomment tous les matins, alors un peu moins l'été. Donc voilà, la co-construction, elle a commencé comme ça. Et les consommateurs, ils nous ont dit, essayez de mettre des démarches agroécologiques sur vos exploitations. Donc on a replanté des haies, enfin voilà, tout ce que Hervé a très bien dit, on a essayé de le mettre en place. Tout ça parce que déjà, le point de départ, c'est, tu l'as très bien dit aussi Mathis, on a été rémunéré à notre juste valeur. Et c'est vrai que c'est le nerf de la guerre. Comment voulez-vous mettre en place des mesures agroécologiques ou autres si déjà à la base, vous n'êtes pas rémunéré de votre travail? Donc nous, on a la chance, voilà, dans ces démarches-là, de pouvoir vivre de notre métier et de mettre des choses en place. Il y avait Monsieur Pelletier tout à l'heure chez Métro où on a conclu des accords aussi avec eux. Hein. Donc le récit agricole, c'est aussi avec tous les maillons de la filière. Avec on a parlé tout à l'heure aussi de contrats tripartites qu'on a pu faire avec toutes les enseignes de la grande distribution. Tous, hein, et ils sont venus. Et pourquoi? Parce qu'à la base, on avait un partenaire qui était transparent. On savait chacun ce que nous on était rémunérés, ce que gagnait la laiterie, c'est évident, pour la faire tourner, il n'y a pas le choix. Il y a des salariés, il y a des investissements à mettre en place. Et on avait les consommateurs derrière qui, voilà, il y a un commissaire aux comptes qui passe tous les mois chez la laiterie avec qui on travaille. Donc on sait qu'il n'y a pas d'argent qui part à droite à gauche. C'est hyper transparent. Donc on avance main dans la main avec eux. Je ne pensais pas aborder ce sujet-là, mais il me reste encore 30 secondes. On a aussi pu intégrer la méthanisation sur notre exploitation. On a pu, voilà, plein de démarches agro-environnementales. En 5 ans, sur notre groupe de la Mayenne, on a réduit de 15% nos gaz à effet de serre. Enfin, notre décarbonation, on l'a mis en place. Alors, il nous a fallu 2-3 ans pour le mettre en place. Et après, voilà, on a mis en action ces choses-là. Tout ça parce que, on est rémunéré à notre juste prix, qu'on est considéré par les consommateurs, on est écouté et on peut construire ensemble des choses. Voilà, à la base, on pense être éloigné, au final, on ne l'est pas tant que ça. Alors, il faut se mettre autour d'une table, faut pas tout attendre non plus des politiques, même s'ils ont bien sûr leur part à faire, quoi.
Merci Nicolas. Alors je dirais que évidemment on n'est pas là pour créer on n'est pas là pour créer des oppositions artificielles, mais oui, le récit commun il peut se construire, mais on part de la base. On ne part pas d'un ghost plan. C'est ce que vient de dire Nicolas. Voilà, il n'attend pas que tout vienne de l'État, il part de l'attente des consommateurs, de son environnement. Et peut-être tu auras à répondre à cela. Dominique Perrin. Alors Dominique Perrin se définit, alors là c'est beau, comme citoyen du monde. Et c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Bonjour à toutes et à tous. Alors citoyen du monde, tout simplement parce que même si on est ici à Orléans, on fait partie d'une seule et même planète et que les effets de ce qu'on fait ici rejaillissent à l'autre bout du monde. Et ça, aujourd'hui, tout le monde le sait. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour agir concrètement et régler cette situation? Donc, déjà, en tant que citoyen, on est avant tout consommateur. Un consommateur, qu'est-ce qu'il veut? C'est manger des bons produits, manger des produits sains, cuisiner si possible, quand on a un petit peu de temps et de la passion, et surtout préserver sa santé. Parce qu'on sait tous que l'alimentation, c'est le socle de base de notre santé. Et si on s'alimente mal, c'est toi qu'on a parlé tout à l'heure, Mathis, on entraîne des graves problèmes de santé. Donc, je suis très heureux d'avoir pu écouter vos controverses qui sont, en fin de compte, se rejoignent sur bien des points. Et ça me réjouit parce que nous, consommateurs, nous sommes là pour profiter de ces produits, mais aussi là pour discuter avec les agriculteurs et qu'ils puissent vivre correctement de leur métier. Parce que ça me désole de voir qu'ils ne puissent pas vivre correctement de leur métier. C'est honteux. Ouais, voilà. Voilà. Donc, récit agricole commun. Moi, personnellement, quand je vais faire mes courses, je ne vais pas dans les grandes surfaces, ou très peu. Il y a plusieurs fermes aux alentours. Je vais acheter mes pommes dans une, mes légumes dans une autre, mon miel dans une troisième, ma viande dans une quatrième, etc. Donc c'est possible. Ça prend un peu plus de temps que d'aller au supermarché. Oui, tout à fait. Mais au moins, on rencontre les gens qui produisent. On rencontre toutes ces personnes. On a l'occasion de discuter, même si c'est 2 minutes. Eh ben, c'est agréable. Et en discutant, ne serait-ce qu'en achetant leurs produits, on arrive à construire un monde de demain, celui qu'on veut. Celui qu'on veut, c'est celui où les producteurs et les consommateurs puissent se regarder, discuter et vivre ensemble sur une planète en paix. Et ça, on oublie un peu trop souvent, parce que sur notre planète, il y a beaucoup trop de guerres qui sont totalement inutiles, déjà, et qui détruisent un certain nombre de vies. Alors qu'en construisant un socle agricole commun, on construit une alimentation durable et un pays en paix. Voilà. J'ai encore un petit peu de temps, mais c'est pas grave, je vais le laisser pour les questions. Merci. Merci. Donc on est bien, bravo Dominique, on est bien dans l'idée que ce récit agricole, il se constitue pas par le bas, mais par les contacts, par le citoyen, etc. Cela dit, tout le monde n'est pas en contact avec les agriculteurs. Je me permets de juste dire un mot sur la Suisse. J'ai fait un petit voyage d'études en Suisse et je me dis, la Suisse, ils adorent leurs agriculteurs. Ils les subventionnent d'ailleurs, ce qu'on peut pas faire, ce qu'on peut faire sous certaines limites en Europe, mais dans l'Union européenne. Mais en Suisse, là, banco, ils sont subventionnés pour vivre, etc. On se dit, les Suisses adorent leur agriculture. Eh bien, figurez-vous qu'il n'y a pas de semaine sans qu'il n'y ait pas des votations
contraignant, demandant à contraindre les agriculteurs, des choses parfois aberrantes, avec le souci de bien faire sur le bien-être animal, etc., mais qui sont souvent à contre-courant. Donc comme quoi, on a, et c'est ça le problème du récit agricole commun, peut-être entre les villes, les urbains, peut-être les rurbains dans certains cas, et disons le monde rural, en gros, il y a une méconnaissance, et donc oui, les contacts, mais tout le monde n'a pas des contacts quotidiens avec des agriculteurs, avec des circuits courts, etc. Donc ça rend très difficile cela. Alors...